pense qu'il faut lever certains malentendus sur la question du financement de la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO, et c'est là le grand problème, nous ne communiquons pas. Mais à 85%, nos programmes sont financés par les premières banques communautaires. À 85%. Aujourd'hui, nous avons un problème. Il y a des États qui contribuent plus ou qui retiennent leurs contributions. Ce n'est même pas à retenir parce qu'en principe, vous savez, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour que vous compreniez que la CEDEAO est autonome en termes financiers. Parce que le prélèvement communautaire se fait sur les importations. C'est-à-dire 0,5% des recettes douanières. Si vous achetez un petit carnet, donc quand ce petit carnet arrive à la porte, elle paye 0,5%, et c'est ce 0,5% là qui alimente le budget de la CEDEAO. C'est pourquoi la CEDEAO est en mesure de réaliser des programmes, pas seulement de créer des projets. Alors, il y a cet amalgame qui fait penser que nous sommes financés par l'étranger. C'est minime par rapport à nos projets. C'est vrai, nous avons des programmes avec l'Union européenne. Nous avons des programmes avec les pays européens plus individuellement. Mais ça c'est dans le cadre des relations internationales d'aide au développement. C'est des cadres très transparents. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut penser de la France ou de ses partenaires. Contrairement à ce que les gens disent, la CEDEAO est presque autonome financière. Ça, je peux vous le garantir. Je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un programme, d'électrification. Mais nous avons le WAP qui est là, et le WAP est financé par les contributions des États. Et bien sûr, nous recevons à travers l'Union européenne, par exemple, qui aide à conduire certains projets, notamment en ce qui concerne le renforcement du système électrique, notamment dans le cadre du transport de l'électricité. Mais ça détermine rien les limites de la CEDEAO. Je dois vous dire une chose, les gens profitent de ce moment pour que cette question ne revienne pas dans le débat. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire de la CEDEAO, pour ceux qui connaissent cette région, la CEDEAO est née parce que justement, pour garantir l'indépendance de l'Europe et surtout aider les pays francophones à se poser, à se sortir de certaines situations. Et malheureusement, il y a très peu qui font cette analyse. Vous pensez qu'un petit pays, là, nos pays, pour donner des hommes pour gérer. Vous le pensez? Vous pensez que le président du Gabon va écouter je ne sais pas qui? En fait, le monde est ce qu'il est, bien sûr. Vous prenez une décision, vous prenez la décision en tenant compte de beaucoup d'intérêts, beaucoup de paramètres. Je vous donne un exemple. Quand il y a une crise dans un pays, la crise affecte beaucoup de gens. Je dis, si vous avez une crise au Burkina Faso, au Mali, ça affecte tout le monde, ça affecte les intérêts privés même. Et tout ce monde-là a besoin de contribuer à la recherche de la solution. Que ce soit en Afrique de l'Ouest ou ailleurs, je donne le cas de Mozambique, la crise de Mozambique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sociétés pétrolières ont investi l'équivalent de 70 milliards de dollars dans des projets de Mozambique. On se réveille un jour, le nord du pays, là où il y a
l'exploitation du pétrole se trouve être dans le collimateur de l'idée terroristes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on crée une force à la SADC qui va être déployée. On déploie une force rwandaise parce qu'elle est plus facile à déployer. Et bien sûr, on sait qui va payer. N'est-ce pas? On sait qui va payer. Parce que il y a des gens qui ont d'énormes intérêts en jeu. Donc, il faut qu'ils mettent la main à la poche. Mais cela n'enfreint en rien la souveraineté de ces pays. Et je peux vous le garantir, parce que pour moi c'est inacceptable. Je suis fonctionnaire de la CEDEAO, j'ai été fonctionnaire de l'Union africaine, parce que je crois à ça. Je crois que nos chefs sont en mesure de prendre des décisions. Bonne ou mauvaise, mais en tout cas, c'est leur décision. On peut en débattre à longueur de journée, mais c'est en tout monde. Maintenant, dans la prise de ces décisions, l'Afrique n'est pas sur notre planète. Elle est sur la planète Terre. Donc, il y a bien sûr des intérêts qui sont là et dont il faut tenir compte. Parce que si vous détruisez une usine qui appartient à la France, c'est aussi pour l'emploi. Trouver un moyen de bien vivre sa souveraineté. Vous voyez de quoi je parle? Il ne s'agit pas de crier sur tous les droits souveraineté. Ça ne donne rien. Ça ne remplit pas, ça ne donne pas du travail à la jeunesse. Ça ne vous permet pas de dormir et de vous réveiller demain, d'être moins stressé par l'avenir. Parce que la question qui se pose, les vraies questions, ce n'est pas, je dirais, cette émotion souverainiste que je trouve même réactionnaire. Réactionnaire, je dirais. Parce que le monde, pour moi, personne ne pourra me convaincre que je veux rester sénégalais, à être dans mon petit Sénégal. Je suis citoyen africain et je suis citoyen. Pour moi, l'avenir, c'est la fin des barrières, c'est la diversité. C'est la diversité, c'est le brassage de l'horizon. Donc, tout ce discours sur la souveraineté, etc., c'est du pipeau, c'est des histoires. Et je trouve ça réactionnaire. Et ceux qui le promeuvent, ce discours, ils sont payés par vous savez celui qui est à la tête de toute l'extrême droite en Europe, qui finance l'extrême droite en Europe? Mais c'est la Russie. Qui finance les racistes aux États-Unis? Mais c'est la Russie. Et vous pouvez me faire croire que je vais accepter que Poutine soit le libérateur des peuples africains. Je passe. Je n'ai pas voulu. J'ai extrapolé parce que j'essaie de vous dire. Merci. Et si vous me permettez, alors je partirai des principes qui motivent les États à créer les organisations internationales. Comme l'ont fait en leur temps le général Yassingbe Eyadema et le général Yakubu Gowon à travers leur vision. Ils avaient une vision et ils ont accompagné cette vision. Jusqu'à un moment donné où on a commencé à faire le prélèvement de la taxe. Sinon, dès le départ, le Nigeria était un grand contributeur avec le Togo. Si je laisse le cas de la CEDEAO, je prends le cas de l'Union africaine. L'OUA, lorsqu'elle a été créée, c'est pour garantir l'indépendance, l'autonomie, le développement, la paix et la sécurité des États africains. Mais par la suite aux crises, il y a eu ce qu'on appelle assistance technique ou basket fund. À la Commission de l'Union africaine,
c'est l'Union européenne et le basket Fund Peace and Security qui veut payer. J'étais fonctionnaire de l'Union africaine. Après tous les tests de recrutement, je n'étais pas fonctionnaire de l'Union européenne paix et sécurité. Vous avez compris? Mais j'étais payé par la dotation de l'Union européenne dans la ligne paix et sécurité. Donc, les institutions, lorsqu'elles se créent, elles ont d'abord leur dotation personnelle et ensuite dans le monde, même à l'ONU. L'ONU demande des contributions aux États membres, mais l'ONU également a sa dotation personnelle. C'est compris? Oui, parce que c'est ça là qu'il faut ajouter une chose. Par exemple, ce que vous dites de la CEDEAO est valable aussi pour l'ONU. Par exemple, il a bien fait de parler de ce qu'on appelle les basket funds. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a un projet, on crée un basket fund. C'est-à-dire que les Nations Unies vont mettre quelque chose et vont appeler les États membres à mettre une contribution. Par exemple, le Danemark va venir, si c'est un projet d'assainissement, pour dire que bon, d'accord, je participe à ce projet, mais à condition que ça contribue à l'assainissement du quartier Danemark. Par exemple. Bon, d'autres vont dire autre chose. Mais c'est comme ça que ça se passe dans l'Organisation du monde. Les Nations Unies sont aussi dans ce cas. Et je pense qu'ils le seront de plus en plus parce qu'on va carrément vers, à tout le moins, vers une réduction drastique de la contribution des États-Unis, à défaut de se retirer. S'ils ne se retirent pas, ils vont d'ailleurs supprimer leur contribution déjà de 10 millions. Le maintien de la paix. Ça, c'est acté, c'est sûr. Ils sont sortis de l'OMS. Ils sont sortis de l'UNESCO. Et ils vont enlever, ils sont 22% de la contribution au maintien de la paix. Donc, toutes les missions africaines, comme les 5 MONUSCO, etc., tout ça, ça risque d'être fait. Parce qu'ils font à 26%, entre 22 et 26% de contribution. Bon, la Chine va essayer de compléter jusqu'où ça peut aller. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, pour finir, une toute dernière question que nous allons vous adresser pour cette journée, monsieur l'ambassadeur. Nous savons que la jeunesse est souvent évoquée dans le discours, mais rarement intégrée dans le processus de décision régionale. Alors, selon vous, comment faire pour que la jeunesse soit un acteur idéal et non symbolique? Je dirais un acteur actif. Bon, personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il ne s'agit pas seulement d'impliquer la jeunesse. Et la jeunesse ne doit pas attendre d'être éduquée. Elle sait le combat qu'elle doit mener. Et vous savez, les droits, il faut se battre. Et aujourd'hui, cette jeunesse, pour ce qu'on appelle le dividende démographique, nous avons une population à 70% de moins de 25 ans et à 75% de moins de 30 ans. Alors, ça veut dire nécessairement que toutes les politiques publiques doivent être orientées dans ce sens. Et je crois que c'est ce à quoi vous devez, c'est pourquoi vous devez vous lever par rapport à vos gouvernements. C'est-à-dire, l'idée c'est, j'ai assisté la semaine dernière, 2 semaines, je pense que vous sommet de jeunesse ici, et l'idée c'est de dire aux politiciens, voilà ce que vous pensez, voilà ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'être impliqué. Moi, je trouve que c'est trop fait. Ce monde-là, c'est vous qui le vivez. Et qui le vivez avec. Bon, moi, je n'ai pas d'avenir. L'avenir est derrière moi. J'ai peut-être. TikTok, il fait pour moi.
parce que je m'amuse avec TikTok. Et vous n'avez pas le droit de vous amuser. C'est très différent. Vous connaissez la différence entre TikTok dans le monde et TikTok qui est en Chine. C'est totalement différent. Là où l'enfant a 40 minutes de session, à partir d'un certain âge, on ne peut pas accéder à TikTok à cette heure. À partir de 20 heures, c'est pour les tout petits, 22 heures pour les autres. Alors, il y a du travail pour nous tous, que ce soit la jeunesse, tous nos élèves, tous ceux que je parle de faire. Alors, pour moi, toute la problématique, c'est de savoir comment la jeunesse elle-même s'organise et, je dirais, se fait le devoir de contribuer à l'action de tous les jours. Parce que c'est cela aussi le jour. Il est ça. Mon guide religieux dit une chose importante. Le cadet n'a de respect, il doit avoir de respect pour l'aîné que si l'aîné lui apporte l'assistance et protection. Et je pense que c'est la lecture qu'il faut avoir des formes de gouvernement. Vous êtes là, vous êtes jeune, c'est vrai que vous avez posé des questions, beaucoup de questions, je sais. J'ai des enfants qui ont votre âge. Et je sais que vous, à l'âge où j'étais moi, pendant que j'étais policier, j'avais plus de certitude que vous. J'avais moins de stress. Et donc, je pense que cette énergie de stress qui doit vous motiver à, je dirais, tenir en respect vos dirigeants. Pour contribuer, il faut vous mobiliser. Et la mobilisation, ce n'est pas seulement crier, c'est pas seulement. Il faut vous organiser. Parce que nos pays ont des lois. Et ces lois-là n'excluent personne. Donc, on se débrouille pour s'organiser et pour faire un cas de jour. Parce que la jeunesse est l'avenir. Ce n'est même pas l'avenir, c'est le présent. Parce que la force de travail actuelle, c'est la jeunesse. Dans tous les domaines. Et encore plus aujourd'hui, parce que les révolutions que nous connaissons dans le monde actuel, mais c'est des tout jeunes. Hein? L'ordinateur a fait qu'on a des jeunes qui sont riches à 22 ans. Alors, donc, il y a bien sûr tout un travail à faire, et je pense que c'est à vous de prendre vos responsabilités et de vous réveiller tous les matins avec l'idée de comment je vais faire pour que nos préoccupations soient la préoccupation de ces pays. Merci.